Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une femme engagée drômoise d'adoption qui milite pour l'écosocialisme et pour une France insoumise. Dimanche en politique accueille aujourd'hui Corinne Morel-Darleux. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Alors Corinne Morel-Darleux, vous êtes née à Paris en octobre 1973, un mois marqué par le premier choc pétrolier, par la guerre du Kippour entre l'Égypte et Israël, par la procédure d'impeachment lancée contre le président Nixon aux États-Unis, par la mise en place d'un vaste plan néolibéral dans le Chili de Pinochet, et puis en France par Pompidou, qui dit non au quinquennat, voté par le Parlement. Bref, c'est un mois assez riche en actualité. Vous entrez en école de commerce à Rennes, vous obtenez votre doctorat, ou plutôt sa version anglaise, un PhD. Début de carrière dans un cabinet de consulting, vous animez des conférences sur le management, conférences très bien payées, Total, Suez, Renault, de grandes sociétés du CAC 40 parmi vos clients. Du reste, des éléments de bio régulièrement repris par les journalistes pour vous présenter. Et puis, ce sera la rupture complète, un drame familial et des doutes qui s'installent et qui vous amènent à changer de vie. La mairie d'Eyla d'abord, et puis le déménagement dans la Drôme à Die. Court passage au PS. Vous entrez ensuite au Parti de gauche, c'était en 2009, auprès de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez porter les assises sur l'écosocialisme, élu à la région dans la foulée, réélu en 2015 avec le RCES, Rassemblement écologique, citoyen et solidaire, cette fois dans l'opposition radicale à la politique de Laurent Wauquiez. Alors je ne vais pas énumérer les motifs de désaccord, ils sont très nombreux, mais il y en a un qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement. C'est celui de l'agriculture bio et du nouveau plan de soutien à la région. C'est la raison pour laquelle, dans une dizaine de minutes, je recevrai Rémi Fabre. Il est agriculteur maraîcher au Vence et c'est le monsieur bio de la FNSEA régionale. Quel événement a marqué votre engagement politique? Alors, je vous ai posé la question en début de semaine et vous m'avez parlé de ça, ou plutôt, je devrais dire, de lui. Et je vais vous laisser commenter ces quelques images d'archives que nous avons retrouvées, puisqu'il s'agit d'un personnage qui s'appelle... Bernard Moitessier. Voilà. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que en fait Bernard Moitessier était donc un navigateur qui avait déjà pour lui de porter un discours très critique sur la société de consommation, sur le consumérisme et d'avoir une vision très poétique de la mer comme un lieu de calme et de solitude, ce qui me va bien aussi. Et puis surtout, c'est un navigateur qui a quelques encablures d'arriver grand vainqueur d'une course en solitaire. Il s'appelle Golden Globe Challenge. En fait, c'était l'ancêtre du Vendée Globe. Exactement. Première édition du reste. Tout à fait. Il y a quelques encablures. Bernard Moitessier se dit que finalement non. En fait, il n'a pas envie. Il renonce à la victoire. Jusqu'à l'océan Indien. C'est le refus de parvenir, mythique, d'une élégance pour moi absolument extrême, qui est à un moment donné de ne pas suivre le chemin tout tracé et de s'interroger sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et puis c'est aussi une leçon qui, pour moi, exprime le fait qu'on n'a pas toujours besoin d'être en première ligne pour être utile. Et qu'il faut aussi parfois savoir faire un pas de côté, en fait. Et qui porte cette élégance aujourd'hui dans le monde politique? Imaginez un homme politique sur le point de gagner une élection puis qui se décide, bon, alors je vais continuer finalement. Je vais pas la gagner, puis je vais aller jusqu'à l'océan Indien. Pour le coup, il y a une responsabilité en politique qui fait qu'on s'appartient pas complètement quand on est candidat à une élection et que c'est difficile de prendre une décision sur des motifs personnels parce que ça engage un collectif trop important pour le faire. Là, c'était pas le cas de Bernard Moitessier. Donc en gros, c'est impossible d'avoir cette élégance en politique. Ça peut l'être, mais pas une fois qu'on est engagé à porter la parole d'un certain nombre de personnes qui vous font confiance. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Absolument. Et la France insoumise. Dites-vous que vous avez donné une coloration verte au programme de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, je fais partie effectivement des gens qui ont cofondé le Parti de gauche dès sa création avec Jean-Luc Mélenchon et qui ont répondu à son appel aux écologistes justement de le rejoindre pour venir tricoter un petit peu cet ensemble de traditions. Vous êtes très proche de lui. Oui, on est proches, on a beaucoup travaillé ensemble. Je vous écoute ces propositions, vos propositions. Oui, on a régulièrement l'occasion de discuter, de partager des analyses politiques et notamment de parler beaucoup effectivement de climat et d'écologie. On a l'impression depuis quelques mois justement qu'il y a une forme peut-être de virage, en tout cas d'affirmation écologique beaucoup plus forte auprès de Jean-Luc Mélenchon qu'elle l'était en 2012. Est-ce que là, il y a quand même un petit calcul électoral, à savoir qu'Europe Écologie Les Verts est quand même plutôt malade,
que la gauche, en tout cas de gouvernement, a abandonné en partie ce terrain-là et on sent qu'il y a une belle opportunité électorale. En fait, moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'en 2012, on avait exactement les mêmes commentaires des journalistes qui trouvaient que tout d'un coup, il était très écologique et que est-ce que c'était pas une manière de draguer l'électorat des Verts ? Donc honnêtement, non. Ça fait bien longtemps que cette question-là, on l'a abordée et qu'elle fait partie du projet d'abord du parti de gauche et puis maintenant de la France insoumise. Je suis pas sûre. Voilà, les idées continuent à progresser et on continue tous, et Jean-Luc Mélenchon aussi, à apprendre. Mais pour le coup, cette dimension-là, elle était déjà très présente dans la campagne de 2012. Je vais vous citer une phrase d'un socialiste qui s'appelle Benoît Hamon, qui a été prononcé il y a quelques jours dans le débat de la primaire, face à face. Je vous la cite. « Je veux également une 6e République, ainsi qu'une conversion écologique de notre économie. La priorité, c'est la dette écologique. » Et on se dit, finalement, là, on est quand même au cœur aussi de l'écosocialisme. Vous partagez là des valeurs qui sont quasiment les mêmes. En tout cas, je partage ces mots. Et je peux que me réjouir que Benoît Hamon les prononce. Je regrette un peu que le gouvernement dont il a fait partie n'ait absolument pas commencé à mettre en œuvre ce genre de choses. Mais on est toujours content quand nos idées progressent dans le débat public. C'est vrai que là, sur les derniers débats, on a eu le sentiment que Benoît Hamon a été venu picorer pas mal d'idées dans le programme Et vous voyez un peu de la France insoumise. Ma question, si jamais Benoît Hamon sortait vainqueur de la primaire, la possibilité de pouvoir se rassembler... On sent même qu'il y a sur Facebook aujourd'hui une pétition pour que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon fassent campagne ensemble et une candidature unique. Ça vous semble être une bonne idée ? Écoutez, moi je crois surtout qu'à l'issue de la primaire, Benoît Hamon va avoir beaucoup à faire pour essayer de colmater les brèches au sein de son propre parti, déjà, pour commencer. Et puis pour trouver un programme qui fasse l'équilibre avec des gens comme Manuel Valls, pour essayer de faire en sorte que les ténors du parti n'aillent pas soutenir Emmanuel Macron. Et ce que j'ai envie surtout, c'est de lui souhaiter bon courage. Aujourd'hui, voilà, dans les intentions de vote, il y a une personne, un candidat qui est en tête de toutes ces personnes que vous venez de citer, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il y a une dynamique qui est enclenchée depuis des mois sur le terrain, c'est la France insoumise. Donc le lieu de rassemblement, il existe déjà. Vous tentez des sondages, Oui, tout à fait. Avec toutes les limites qu'on connaît. Bien sûr. Que vous dénoncez parfois à la France insoumise. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, là, ils sont quand même assez relativement stables de semaine en semaine. Alors on a posé aux internautes une première question. Oui. Hamon, Mélenchon, même combat, point d'interrogation. Et je vous laisse découvrir un peu les contributions qui vont à peu près dans le même sens, je vous le dis tout de suite. Bien sûr que non, la France insoumise de Mélenchon a un programme cohérent et global rédigé collectivement par plusieurs milliers de citoyens. Un message qui nous vient de Toulouse. On peut douter du courage politique de Benoît Hamon qui n'a jamais été au bout de son attitude frondeuse par rapport à la droite du PS. Message de Savoie. Et puis un dernier, c'est à Benoît Hamon de clarifier ses positions, notamment vis-à-vis de l'Europe. Va-t-il tenir tête, être insoumis face au nouveau compresseur de la Commission européenne? Alors je ne vous cache pas qu'en lisant ces messages, j'ai l'impression que c'est quand même vos sympathisants qui avaient alimenté, vu le choix des mots. Vous partagez, j'imagine, la plupart des remarques qui sont dans ces messages. Oui, tout à fait. Je partage effectivement, notamment le dernier message sur la question européenne, puisque aujourd'hui, Benoît Hamon propose effectivement un certain nombre de choses sur lesquelles on peut être d'accord, notamment sur les questions sociales et environnementales, sauf que ce sont des choses qui ne peuvent pas être mises en place dans le cadre des traités européens. Or, il ne dit rien de la désobéissance à ces traités européens, ni de la question du rapport à cette construction européenne. Donc c'est vrai que voilà, le problème souvent chez Benoît Hamon, c'est pas tant ce qu'il dit que ce qu'il dit pas en fait. Et à cet égard, voilà, nous on a un programme qui me semble plus cohérent et Alors je précise aux téléspectateurs que nous allons revenir un peu plus largement sur toutes ces questions. Nous y revenons d'ailleurs sur Facebook. N'hésitez pas à consulter la page Facebook de l'émission pour le bonus de dimanche en politique. Allez, l'instant selfie de l'invité, je vous propose de découvrir le selfie que vous nous avez envoyé. Allez, je vais faire un peu de la provocation. Ah, vous étiez au ski. Vous étiez au ski, c'est ça? Eh ben, j'étais pas au ski, j'étais en raquette. C'était donc le week-end dernier. Il y a une grande randonnée militante qui s'est organisée. C'était en Haute-Savoie. Pour préserver un endroit qui s'appelle le Roc d'Enfer, qui est un endroit magnifique avec une vue à 360 degrés sur le Mont Blanc, sur les Alpes suisses. Et un projet donc d'installer notamment une liaison entre deux vallées, d'installer des pylônes menacé pour les par un téléporté, mécaniques. Effectivement. Donc on était près de 700 personnes en raquettes, en ski de fond, de rando, pour monter. C'est le développement économique, ça assure des emplois, ça assure aussi... Voilà, les Alpes sont vastes, finalement.
Moi, je crois que c'est un mauvais calcul, en fait, de penser que ça va développer l'emploi. L'enneigement artificiel, non seulement il pose des problèmes environnementaux, mais en termes sociaux, ça empêche de réfléchir à l'après tout neige. Et aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on sait que ce modèle-là, il n'est pas viable. Donc, ne pas s'en préoccuper aujourd'hui, c'est sacrifier les emplois de demain. Vous regardez Dimanche en politique sur France 3 Rhône-Alpes. Place maintenant au débat du bio. Rémi Fabre cultive 2,5 hectares de terre au Vence dans le sud Ardèche. Il fait des fruits mais surtout des légumes 100% bio qu'il vend sur les marchés des Cévennes ardéchoises. Rémi est également vice-président de la Chambre d'agriculture et le monsieur bio de la FNSEA régionale. Bonjour à vous. Bonjour. Je me disais, tiens, bio, FNSEA, ça semblait un peu incompatible sur le papier. Non, pas du tout. Bio FNSEA, c'est un lien qui existe depuis plus de 15 ans. Enfin, à titre personnel, je siège à la commission bio de la FNSEA depuis 2000-2001. Du coup, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, qui n'est pas la chose la plus médiatique au sein de la FNSEA, certes, mais c'est un groupe qui travaille, qui avance, d'autant plus avec le développement de la bio aujourd'hui et l'idée que l'on peut s'en faire pour faire progresser l'ensemble de l'agriculture. C'est une voie qui commence à porter sincèrement au sein de la FNSEA. Dans son plan de développement de l'agriculture biologique, la majorité au Conseil régional a décidé de réorienter, c'est le terme qui est choisi, les aides à l'ensemble, ça aussi c'est un terme qui est choisi, de la filière y compris, et c'est nouveau, les chambres d'agriculture à laquelle vous appartenez, et puis l'industrie agroalimentaire. Vous avez déclaré, Corinne Morel-Darleux, Laurent Wauquiez introduit le loup dans la bergerie. Le loup, c'est lui. Alors, c'est en partie lui, pas personnellement, mais dans ses fonctions effectivement de responsable, que ce soit au niveau de la Chambre d'ailleurs ou au niveau de la FNSEA, puisque vous savez qu'aujourd'hui sur la région, il n'y a qu'une chambre qui n'est pas aujourd'hui présidée par la FNSEA, c'est celle du Puy-de-Dôme, qui a d'ailleurs fait remonter du coup un certain nombre de d'irrégularités récemment dans l'émission Pièce à conviction. Et puis c'est aussi d'autres acteurs, puisqu'on a vu arriver par exemple l'ARIA, qui est l'Association régionale des industries agroalimentaires. Hein. Voilà, avec un ancien responsable de communication de l'Imagrin, qui n'est pas non plus connu pour son engagement sur la bio. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Rémi Fabre, c'est que moi, on est très, très content que la FNSEA et les chambres d'agriculture viennent sur l'agriculture biologique. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait des gros freins du côté des chambres d'agriculture. Et c'est aussi un peu ce qu'on paye aujourd'hui en termes de retard de production, ce qui a d'ailleurs généré cette volonté d'un plan de développement. Sauf que ce plan de développement, comme vous dites, il réoriente. Mais le problème, c'est qu'en réorientant, là où on avait une diversité d'acteurs avec des associations et aussi les chambres, mais chacun un peu sur ses domaines en termes d'accompagnement, aujourd'hui a réorienté quasiment à 100% vers les chambres d'agriculture. Oui, enfin, c'est une vision, certes, de la chose. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'effectivement, la région voulait réorienter les financements liés à l'accompagnement de l'agriculture biologique. On a échangé avec eux et on leur a fait une proposition allant vers plus de techniques pour les agriculteurs, qui justement est le domaine qui avait pêché dans les plans précédents, qui était très orienté sur la communication, la promotion des produits, des choses qui étaient certes nécessaires. Moi, je critique pas ce qui a été fait par le passé, mais il y avait un réel manque sur l'aspect technique, développement de la technique, l'appui direct aux agriculteurs, l'accompagnement auprès des producteurs en direct. Et ça, c'est une copie que la région a trouvée satisfaisante dans son modèle actuel. L'a certes pas fait à la hauteur qu'auraient peut-être espéré les chambres non plus, faut pas rêver. A pas mis ce qu'on aurait aimé aussi sur l'aspect connaissance des marchés, sur l'aspect travail sur les filières, qui nous semblait très important aussi à développer. A voulu intégrer l'ARIA dans son comité de pilotage régional, mais pas dans du financement. Il n'y a pas de financement, à ce que je sache, même si tout n'est pas complètement calé, pour l'ARIA dans le plan bio. Donc voilà, il y a une réorientation assumée et que les chambres ont pris la balle au bond parce que effectivement, il y a une volonté de la part des chambres d'aller vers une agriculture avec un plus environnemental, avec un développement des filières d'avenir que sont les AOP, que sont la bio, que sont les signes de qualité dans leur ensemble. Et si ça peut se faire avec un moindre coût pour les agriculteurs par des financements de la région, tant mieux. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et c'est là précisément où il y a peut-être deux visions qui s'opposent sur la bio, c'est que vous parlez de filière. Et pour moi, l'agriculture biologique, c'est pas une filière économique. Ça peut pas en être une. C'est un mode de production idéologique. Il y a la dimension économique, mais il n'y a pas que ça. Et dans la délibération, dans le plan régional de Laurent Wauquiez, il n'y a pas un mot, par exemple, sur les questions de santé et d'environnement. Il n'y a pas un objectif
objectif pour les cantines de nos lycéens. C'est-à-dire que concrètement, on passe complètement sous silence les bénéfices en termes de santé publique de l'alimentation biologique qui sont aujourd'hui démontrés. On connaît le lien entre les pesticides et un certain nombre de maladies, notamment et la malbouffe, l'obésité, etc. Il n'y a pas un mot de ça dans la délibération. Et quand nous avons déposé un amendement pour demander à ce qu'il y ait un objectif d'introduction d'une part au moins de produits bio dans les cantines des lycées, ça a été rejeté par la majorité. Donc là, on a une vision de la bio qui est quand même purement économique. C'est vrai que Rémi Ferme ne représente pas la majorité au Conseil régional. Je comprends votre argument. Je ne veux pas me faire le défenseur de la position de la région sur cet aspect-là. Moi, qu'on ait intégré un peu de bio dans les cantines, ça aurait été une bonne chose, certes, ça je vous l'accorde. Attention aux erreurs du passé où on avait affiché des objectifs très ambitieux de bio dans des cantines et qu'on n'a jamais été capable de mettre en œuvre parce que la production n'était pas là, parce que techniquement les agriculteurs n'étaient pas convertis et pas prêts à le faire. Et du coup, on a favorisé de l'importation parfois un peu trop à mon goût. Non, mais là, on était sur un objectif de bio et local, bien sûr. Attention, à propos d'importation, on va revoir cette phrase de Laurent Wauquiez, prononcée chez nos confrères de la montagne. Oui, au bio, dit-il, mais pas celui qui vient de Pologne. En fait, on sent bien qu'aujourd'hui, ce marché qui était pendant longtemps un marché niche est en train, chaque année, il y a de plus en plus de consommateurs qui reviennent vers le bio et que finalement, alors la filière, vous voulez pas entendre le mot, moi je vous le dis quand même, la filière a du mal à suivre. C'est aussi pour répondre à cette question-là. Mais sur l'objectif de développement de la production, on n'a absolument aucun souci. Et sur le fait de dire bio et local, je veux dire, c'est un mot d'ordre des associations des réseaux bio depuis des années. Donc, c'est pas une nouveauté qu'invente Laurent Wauquiez. Simplement, ce que je suis en train de dire là, c'est que il y a une relation directe, un espèce d'effet d'opportunité que saisit Laurent Wauquiez et que saisissent les chambres d'agriculture sur la bio. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le marché est en croissance. Et moi, ce que je veux dire, c'est que si demain, ce n'était plus le cas, d'un point de vue économique, il faudrait continuer à défendre et à développer quand même on a quand même l'impression que quand vous pointez les chambres d'agriculture ou l'industrie agroalimentaire, vous avez l'impression finalement qu'il y a une forme de trahison des fondamentaux de l'agriculture biologique. Est-ce que je me trompe ? Non, je ne parlerai pas de trahison ni de fondamentaux parce que je ne suis pas dans une approche dogmatique. Par contre, je pense que c'est dommage d'avoir aujourd'hui donné un quasi-monopole aux chambres d'agriculture parce qu'il y a d'autres acteurs et sur la technique et sur l'accompagnement qui étaient présentes depuis de manière historique avec des actions efficaces et qu'on est en train aujourd'hui de détruire. C'est-à-dire qu'il y a tout un réseau qui est un réseau local de terrain d'appui aux paysans qui est en train d'être détruit dans la région. Je ne suis pas sûr que ça se traduira comme ça à partir du moment où là où il y en a eu, mais il y a pas tant d'actions techniques directement auprès des exploitations que ça. Il y a quelques départements, quelques groupements d'agriculteurs biologiques qui avaient une action technique. Et ceux-là, il n'y a pas de raison que si les agriculteurs en étaient satisfaits, il n'y ait pas des conventionnements avec leur chambre départementale et un travail qui soit fait. Je ne vois pas en quoi le plan, aussi dogmatique soit-il par la région, amène ça. Je voudrais quand même reprendre un petit peu sur l'aspect si jamais le marché ne porte plus la bio et il faudra quand même continuer à la développer. Ok, moi je suis le premier convaincu de ça et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui me fera arrêter l'agriculture biologique. Par contre, il faudra quand même que les agriculteurs en vivent. Donc il va falloir, si c'est pas le marché qui les porte, il va falloir trouver un autre mode pour les porter. Bien sûr, mais ça rejoint la même chose, c'est-à-dire que si l'approche est purement économique, si je suis la vision libérale du plan tel qu'il est fait aujourd'hui, concrètement, un agriculteur qui est en bio et qui a des difficultés, on arrête de le financer parce que c'est pas rentable. Et c'est pas effectivement ma vision. Je vais donner 2 chiffres, si vous le permettez, juste pour faire une petite pause dans votre échange qui est fort intéressant. 2 chiffres juste pour qu'on se rende compte de ce que ça représente, le bio, dans la région. 5% de la surface agricole utile, 7% des exploitations, ce qui place la région en fonction des 2 chiffres, soit à la 2e ou à la 3e place en France sur le bio. Puis on a coutume de dire que la Drôme est le premier département bio. Et je dis ça devant un Ardéchois. J'espère qu'il m'en voudra pas. Je voudrais juste revenir sur une chose. On a l'impression que ce marché qui était longtemps un marché de niche est en train de grandir et que finalement, si on n'en passe pas par une forme d'industrialisation, finalement, l'accès du plus grand nombre au bio, il sera encore limité. Est-ce que c'est pas aussi cet enjeu-là derrière Madame Morel-Darleux ? C'est-à-dire qu'il faut en passer par là pour que le plus de gens possible puissent quand même pouvoir se nourrir de bio. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sauf qu'il y a plein d'autres possibilités. J'évoquais le cas des cantines. Je pense que, par exemple, ce serait une manière de rendre le bio accessible déjà à un certain nombre de lycéens dans la région. Oui, et on pourrait aussi... Je parlais des prix, très clairement. Oui, parce qu'il y a quand même une différence de prix entre le conventionnel
et le bio. Tout à fait. Et plus on fera de bio, on peut dire, penser qu'à terme, les prix vont baisser. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les petites exploitations paysannes en bio, d'agriculture familiale ou autre, sont celles qui résistent le mieux justement à la crise, parce qu'elles sont moins dépendantes des fluctuations du marché, et notamment internationales. Donc on devrait, au contraire, aider ce type de petites exploitations qui sont pour la plupart rentables, qui résistent mieux à ces aléas et qui en plus créent de l'emploi. Parce qu'il faut le dire aussi, l'agriculture biologique crée beaucoup plus d'emplois, environ 30% de plus que l'agriculture conventionnelle. Je partage le constat et c'est d'autant plus l'idée que de pouvoir les accompagner, parce qu'une petite exploitation comme ça ne pourra pas se payer les soins d'un technicien extérieur privé à un financement sans financement extérieur. Et avec, je l'espère, le plan bio qui est en train de sortir de la région, on pourra amener de la technique sur ces exploitations-là. Ça veut dire aussi qu'il va falloir quand même organiser les filières pour que les produits de ces agriculteurs, vous parliez de prix, quand même, il faut aussi dire que dans la bio, la plupart du temps, les marges de la part des intermédiaires le long de la filière sont bien supérieures que dans le conventionnel. Donc, juste un mot sur les problèmes techniques que vous mentionnez. C'est quoi les problèmes techniques ? Les problèmes techniques, c'est que quand on se passe de la chimie, on n'a pas de moyen de rattrapage, on n'a pas le droit à l'erreur et puis le rattraper avec un produit chimique. Ça veut dire un travail d'anticipation, ça veut dire un travail sur les rotations des cultures, ça veut dire sur certaines productions... Sous la pression des contrôles sanitaires, parce que là aussi... Oui, par exemple. Et puis sur certaines productions, je parlais en particulier de l'arboriculture, où on a encore des impasses techniques, les fruits à noyaux en particulier, où on a quand même de grandes difficultés à les faire en bio, et on a besoin aussi de recherche. Et là encore, la région aurait besoin de faire un peu mieux. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les réseaux qui étaient justement des réseaux qui faisaient de l'appui technique et de l'accompagnement sont concrètement en train de licencier parce que les subventions ont été coupées de manière assez brutale. Je voudrais revenir juste sur la question, après, je vais donner la parole aux internautes, allez-y, aussi, sur la question du prix. Parce que moi je suis en plus entourée effectivement dans la Drôme de pas mal de paysans et aussi de maraîchers d'ailleurs qui sont en bio, et je suis ahuri de voir le faible prix de la vente de ces produits sur le marché par rapport au nombre d'heures de labeur et de travail que ça représente. Je pense qu'il faut une revalorisation effectivement des prix. Mais cette revalorisation des prix, elle passe aussi par la revalorisation des salaires et du pouvoir d'achat. C'est des prix plus élevés. Oui, des prix plus élevés, des prix rémunérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, si vous prenez le nombre d'heures d'un maraîcher bio... Mais c'est vrai que souvent, la critique qui est formulée par un certain nombre de consommateurs, c'est que l'accès au bio, forcément, c'est plus cher. Oui, sauf que moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qu'il faut, c'est non pas tirer les prix vers le bas, comme le fait par exemple la grande distribution, au détriment du revenu des agriculteurs, mais augmenter le salaire des personnes pour que tout le monde puisse s'acheter de la bio, et de la bio qui permet aussi de nourrir le paysan qui les produit. Je vous propose de réagir aux deux contributions Internet. On a posé la question à nos téléspectateurs et internautes sur manger 100% bio, est-ce que vous y croyez ? Alors, oui, absolument. De nouveaux messages de Toulouse. C'est à la fois une mesure de santé publique, synonyme de développement d'une activité saine, soucieuse de la nature, des paysans, des consommateurs, tout en créant plusieurs centaines de milliers d'emplois. Je pense que là-dessus, vous allez être d'accord. La Rochette Savoie, de M. Rémi Hobo. Oui, on le faisait il y a 60 ans, on peut le refaire. Déjà, si au lieu de faire payer aux producteurs bio de lourds coûts pour la certification, on faisait payer aux conventionnels des contrôles sanitaires sur leurs produits. On en parle de ça à la FNSEA, de pouvoir renverser la charge ? Donc d'abord, le dernier point, c'est au lieu de faire payer la certification, moi je suis assez content de payer ma certification et d'assumer d'être contrôlé, et de payer pour ça, et d'avoir du monde qui vient sur mon exploitation. Ça fait partie des enjeux dans la réglementation européenne, où je pense que c'est important qu'on ait un contrôle tous les ans, plus des contrôles inopinés de temps en temps. Vous voyez le sens derrière de ce message. Après, le fait que la notion de pollueur-payeur, moi, me gêne pas non plus, et on peut en discuter ça au sein de la FNSEA, c'est pas un tabou. Il y a des marges de progrès dans bon nombre de productions, et c'est des choses qui existent en débat entre nous sans souci. Sur l'aspect de manger tous bio, je vous ai dit, il y a encore quelques impasses techniques, il y a quelques fruits à noyaux où ça va être compliqué d'en manger, mais oui, le développement de la bio, à partir du moment où il se fait de façon cohérente, linéaire, qu'on ne dise pas on passe tout le monde en bio en 5 ans, je pense que ça va être un développement continu qui va progresser, qui va continuer. Réaction à ces messages ? Oui, moi je suis d'accord, et je trouve qu'effectivement c'est une piste très intéressante d'inverser la charge, et effectivement je suis pour le coup d'accord avec Monsieur Fabre sur le principe de pollueur-payeur. Après, sur le 100% bio,
Bon, c'est vrai qu'on est là dans le cadre d'un mandat régional dans cette discussion et nous, on était sur un objectif d'arriver à la fin du mandat régional sur 50% de produits bio et locaux dans les cantines des lycées, qui, je pense, en revanche, était atteignable avec une politique un peu volontariste. Bon, là, visiblement, c'est pas vers ça qu'on va, mais enfin, la loi est en train de nous aider puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée, de manière à ce qu'il y ait 40% de produits locaux, dont 20%, je crois, de mémoire de produits bio au niveau des cantines. Il nous reste quelques secondes. Je vous ai invités tous les deux parce qu'effectivement, quand je lis vos propos, Mme Morel-Darleux, et puis de votre parti, votre mouvement, c'est vrai que la Chambre d'agriculture, la FNSEA, c'est quand même un peu, pas le mal incarné, mais un peu les méchants. Et là, je vois que vous arrivez parfaitement à vous parler. Finalement, vous avez un certain nombre de points d'entente. Voilà. Quelle suite on peut donner à ce début de dialogue entre vous ? Bah écoutez, je sais pas, moi j'ai l'impression que Monsieur Fabre est un représentant de la FNSEA qui est peut-être pas totalement représentatif de tous les gens de la FNSEA. En tout cas, si c'est là la position officielle de la FNSEA, ça augure d'un certain nombre de renversements de tendance sur des politiques menées par certaines chambres de l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui. La concorde sur le plateau de Dimanche en politique. Excellente nouvelle. C'est du débat qu'on peut faire avancer les choses et je vous invite à débattre avec le président de la commission bio de la FNSEA qui lui est membre du bureau de la FNSEA. Plaisir, je n'ai jamais refusé aucun débat. Vice-président de la FNSEA, c'est pas une place, il n'y en a pas 50. Allez, merci infiniment Rémi Fabre d'avoir fait quasiment 5 heures de route pour venir participer à Dimanche en politique. Merci à vous également Corinne Morel-Darleux. Donc on vous retrouve bien sûr sur le bonus internet. Allez, la semaine prochaine, Dimanche en politique sera présenté en direct par Paul Satis. Il sera question de Lyon, épicentre de la vie politique, avec la venue simultanée de 3 candidats à la présidentielle, Marine, Jean-Luc, Emmanuel, comprenez Le Pen, Mélenchon et Emmanuel Macron. Voilà. Tout de suite, la suite de Dimanche en politique avec Francis Letellier qui reçoit Nicolas Dupont-Aignan, juste avant le journal régional. Très bon dimanche à tous.